Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo CIP où je vous parle de l'histoire de la conspiration autour de la mort de la princesse Diana. C'est un peu une suite de la vidéo que j'ai faite sur le triangle amoureux entre le prince Charles, la princesse Diana et Camilla Parker Boyle. Je vous ai parlé de leur vie, de comment Charles et Diana se sont rencontrés, comment Camilla est rentrée là-dedans aussi. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la mort de Diana et sur les conspirations, comme je dis, autour de ça parce que ça a perduré pendant des années et même encore aujourd'hui, des gens sont persuadés que c'est vraiment une conspiration. Donc, on va regarder ça ensemble. Et là, par toute transparence, je suis un peu malade, fait que j'espère que ça va pas trop paraître. J'ai une petite tisane ici, puis sinon, on va commencer la vidéo. Donc là, avant de rentrer dans les théories, je vais vous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé la dernière nuit de Diana, la soirée du 30 août 1997. Diana était avec son nouveau copain Duddy et il avait prévu avoir un souper romantique à Paris avant de retourner à Londres, mais leurs plans ont été ruinés parce qu'ils se faisaient pourchasser par des paparazzis. Ils se sont donc dirigés vers le Ritz, l'hôtel que possédait le père de Duddy, Mohamed Al-Fayed, mais ils vont pas vouloir rester à l'hôtel et vont préférer se rendre à un des appartements de Mohamed Al-Fayed quelques rues plus loin. Pour ce faire, ils ont pensé à un plan pour déjouer les paparazzis pour pas qu'ils se fassent suivre. Ils ont donc décidé de faire passer devant l'hôtel la voiture de Duddy et eux, pendant ce temps-là, ils vont quitter à l'arrière de l'hôtel avec un autre modèle de voiture pour essayer de pas attirer l'attention des paparazzis. Diana et Duddy étaient assis à l'arrière de la voiture. Leur garde du corps, Trevor Rees-John, était le passager et Henry Paul, le numéro 2 de la sécurité du Ritz, était le conducteur. Malheureusement, assez rapidement, le plan échoue. Des paparazzis remarquent la voiture qui quitte l'hôtel à minuit 20 et se mettent à la suivre. Et là, les photographes appellent leurs collègues et un groupe de voitures et de motos se mettent à les suivre. Henry Paul s'est donc mis à rouler plus vite pour essayer de les semer, alors qu'il se dirige vers le tunnel d'Alma et tente de contourner une voiture qui roulait plus lentement. Il l'accroche, perd alors le contrôle et roulant à environ 100 km/h dans une zone de 50, la voiture s'écrase sur le 13e pilier de béton du tunnel à minuit 23, causant un énorme accident. Des paparazzis qui les suivaient en profitent pour les prendre en photo et aucun d'entre eux ne vont appeler les secours. Ce sera d'autres témoins autour qui vont prendre la peine d'appeler les secours. La première personne arrivée sur place, c'est le photographe Romuald Rath. Il voit que le conducteur Henry Paul est mort. Il ouvre la porte arrière et voit Diana recroquevillée au fond de la voiture. Il tend la main pour prendre son pouls dans son cou. Il voit qu'elle respire, qu'elle essaie de parler, puis au lieu de lui venir en aide ou d'appeler les secours, il la prend en photo. À ce moment, plusieurs autres paparazzis le rejoignent pour prendre le tout en photo. Duddy Al-Fayed serait mort sur le coup. Trevor, le garde du corps, va être le seul à survivre à l'accident, grièvement blessé. Trevor était encore conscient au moment de l'accident, mais il y avait beaucoup de blessures. À minuit et demi, la première police arrive sur place et à minuit 32, l'ambulance arrive avec le camion de désincarcération. À 1h du matin, Diana est retirée de la carcasse de la voiture. Elle est sur une civière, mais ne semble avoir aucune trace physique de l'accident, sauf une petite graphine au visage. Par contre, ça veut pas dire qu'elle a rien. On pense qu'elle a une commotion cérébrale, qu'elle a l'épaule droite fracturée, des blessures aux jambes et aussi un coma vigile. Diana fait aussi un arrêt cardiaque et son cœur reprend grâce à un massage cardiaque. Avant de quitter la scène de l'accident, il aurait découvert une hémorragie interne chez Diana. C'est finalement à 1h45 du matin, soit 45 minutes plus tard, que l'ambulance quitte vers l'hôpital. Selon les témoignages, l'ambulance n'aurait pas roulé vite et se dirigeait vers l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. En route, l'ambulance s'arrête sur un pont pour une intervention, probablement parce qu'elle était plus stable. Diana arrive finalement à l'hôpital à 2h06. À 3h30, elle se fait faire un massage à cœur ouvert et finalement, à 4h du matin, Diana est déclarée décédée. Maintenant que vous connaissez la séquence d'événements, on va entrer dans les conspirations autour de sa mort. Mais je veux vraiment vous donner autant les éléments de conspiration que les événements qui viennent expliquer le tout. Comme ça, vous aurez les deux côtés de la médaille et vous allez avoir le plus de contexte possible. Donc, premièrement, on doit parler de l'état mental de Diana dans les semaines qui ont précédé l'accident. Tout ça, ça a été rapporté par Paul Burrell, un ancien fonctionnaire de la famille royale. Dans sa carrière, il a été valet de chambre pour la reine Élisabeth II et ensuite majordome de Lady Diana pendant 10 ans. Il était aussi son confident, donc on peut donner de la crédibilité à son témoignage. Il raconte que Diana lui a confié avoir peur d'être espionnée par les services secrets britanniques MI5 et MI6.
Elle était persuadée qu'il préparait un coup pour la tuer. Ça, c'est selon les dires de Paul Burrell. Les proches de Diana racontent que dans les mois précédant sa mort, elle avait un comportement paranoïaque et rempli de peur. Paul Burrell raconte qu'elle lui a souvent demandé de regarder sous la voiture qu'elle utilisait, de regarder s'il n'y avait pas un micro ou autre chose. Il raconte qu'au début, lui aussi trouvait qu'elle avait l'air paranoïaque, mais que maintenant, considérant ce qui s'est passé, elle avait peut-être raison. Dans ma vidéo sur le triangle amoureux entre Diana, Camilla et Charles, je vous disais que Diana avait accepté de faire une entrevue pour parler de sa vie. C'est l'entrevue qu'elle a faite pour la BBC dans l'émission Panorama. C'était la première fois qu'un membre de la famille royale s'exprimait autant ouvertement sur sa vie privée. Elle a avoué avoir eu une liaison, elle a parlé de l'impact de la liaison entre Charles et Camilla sur sa vie, elle a parlé de ses troubles boulimiques, elle a laissé sous-entendre que Charles n'allait peut-être pas pouvoir s'adapter à la vie d'un roi, et finalement, elle a partagé que l'équipe de Charles faisait campagne contre elle. Donc, elle s'est vraiment beaucoup ouverte. Et là, on peut se demander comment la BBC a réussi à convaincre Diana d'autant s'ouvrir sur sa vie privée parce que c'était pas commun. En fait, on va apprendre que le journaliste a utilisé la paranoïa de Diana pour la convaincre de faire une entrevue. Il aurait créé des faux relevés de banque qui montraient que des employés du château étaient payés pour espionner Diana et vendre de l'information aux journaux. Et il lui a fait croire que son téléphone était surveillé par les services de sécurité. Et je crois qu'elle va jamais savoir que tout ça c'était faux, que ça avait été inventé. Et ça va faire partie des raisons de pourquoi elle s'éloignait autant de la famille royale et pourquoi elle refusait même d'utiliser leur service de protection vers la fin de sa vie. Et on peut même se demander que sans cette fausse confirmation qu'elle se faisait espionner, peut-être elle aurait gardé les services de protection de la famille royale et peut-être que cette nuit-là ne serait pas arrivée. Mais là, ça, c'est beaucoup de spéculation, mais je voulais quand même le mentionner, que ça a beaucoup renforcé sa peur et le fait qu'elle s'est éloignée de la famille royale. Mais pour revenir à ces derniers moments, Paul Burrell raconte que Diana lui disait avoir hâte de retourner à Londres, elle avait hâte de revoir ses enfants, qu'elle s'ennuyait de son fils et qu'elle commençait même à être tannée d'être aussi loin, d'être partie tout l'été. Mais ce qui va surtout choquer les gens, c'est quand Paul Burrell va partager une lettre écrite par Diana 10 mois avant sa mort, où elle prédit justement sa mort. Je vous lis la lettre. « Je suis assise à mon bureau aujourd'hui, en octobre, et j'ai envie que quelqu'un me prenne dans ses bras et m'encourage à rester forte et à garder la tête haute. Cette phase particulière de ma vie est la plus dangereuse. Mon mari planifie un accident dans ma voiture, une panne de frein et une grave blessure à la tête pour lui permettre d'épouser Tiggy. Camilla n'est rien d'autre qu'un leurre comme nous tous. » Dans cette lettre, elle fait référence à Tiggy, la nounou qui s'occupe de William et Harry. Par contre, la lettre va être rendue publique par Paul Burrell seulement en 2003 au travers d'un livre qu'il a écrit. Il raconte aussi que Diana lui aurait partagé cette lettre comme assurance, qu'elle allait dater la lettre et qu'il devait la garder au cas où il lui arrivait quelque chose. C'est quand même étrange par contre qu'il ait pris tout ce temps pour partager la lettre. Et aussi, la lettre ne faisait pas vraiment de sens parce que Charles s'est rapidement mis avec Camilla et il est encore avec elle aujourd'hui. Tiggy, de son côté, elle s'est mariée à un autre homme en 1999. Donc, ce côté-là de la lettre faisait pas vraiment de sens. Et là, justement, une amie de Diana, Lucia Fletcher de Lima, va déclarer que c'est très possible que Paul ait complètement inventé la lettre. Elle dit « Paul Burrell était parfaitement capable d'imiter l'écriture de la princesse Diana. Je ne crois pas qu'elle craignait pour sa vie, surtout de la part du prince Charles, le futur roi de votre pays. » Elle raconte aussi que Paul aurait dit dans le passé qu'il n'allait jamais écrire un livre sur Diana, mais on sait finalement qu'il l'a fait. Elle dit aussi « Pendant toute la période que j'ai connu Diana, je ne l'ai jamais vue s'asseoir à côté d'elle et avoir une conversation. Il est également intéressant de constater qu'il l'appelle désormais par son prénom, car il n'aurait jamais osé l'appeler Diana. » Donc là, l'ami de Diana vient mettre un peu de doute sur le témoignage de Paul Burrell. Et dans mes recherches, à chaque fois que je tombais sur des articles qui parlaient d'à quel point Paul et Diana étaient proches, c'était toujours Paul qui en faisait le témoignage. Donc, est-ce que c'est vrai? C'est dur à dire. On va aussi apprendre dans le cours d'une enquête que Paul a avoué avoir copié des lettres de Diana sans son consentement quand il travaillait pour elle. Fait que c'était pas inventer des lettres, mais c'était recopier des lettres. Fait que déjà là, ça aussi, c'est louche. Et encore plus tard, dans les enquêtes, on va apprendre que le magazine The Sun a enregistré une entrevue avec Paul Burrell où il avoue ne pas avoir tout dit dans son témoignage en cours. Il dit « J'ai dit la vérité autant que possible, mais je n'ai pas dit toute la vérité. Le parjure n'est pas une chose agréable à envisager. J'ai été très vilain et j'ai fait quelques faux liens et je n'ai pas pu m'empêcher de le faire.
Je sais qu'il ne faut pas jouer avec la justice et je sais que c'est illégal et je me rends compte de la gravité de la situation. » Tout ça pour dire que c'est quand même difficile de lui donner de la crédibilité, sachant qu'il s'est fait une fortune avec les livres et les documentaires auxquels il participe pour parler de la mort de Diana. Un autre élément qui a été apporté pour montrer que Diana avait peur pour sa vie, c'est la note de Mishcon. Donc, en fait, Diana, Victor Mishcon et son secrétaire personnel Patrick Jeffson ont eu un meeting le 30 octobre 1995, donc 2 ans avant sa mort. Et dans ce meeting, elle partage avoir entendu d'une source que des gens allaient essayer de se débarrasser d'elle d'ici avril 1996, que le tout allait se dérouler via un accident de voiture qui allait la tuer ou la blesser profondément. La note a été donnée au commissaire de police Paul Condon en 1997, environ 1 mois après la mort de Diana, et la lettre a été placée dans un coffre-fort au lieu d'être transférée à la police française qui enquêtait sur la mort de Diana. Quand le commissaire a changé, le nouveau commissaire John Steven a été mis au courant de la lettre, mais a rien fait lui non plus. Il dit que c'est parce qu'il avait reçu comme information que Victor Mishcon, celui qui avait donné la lettre, n'y accordait pas beaucoup d'importance. Il dit « J'ai vu Lord Mishcon environ 1 mois avant sa mort au printemps 2005 et il a insisté sur le fait qu'il pensait que Diana était paranoïaque, qu'il n'y avait pas accordé beaucoup de crédit. Il était son avocat et n'oubliez pas qu'un avocat a des obligations légales envers ses clients. Il a eu la gentillesse de ne pas s'y tromper. » Et il ajoute, cependant, lorsque le coroner a annoncé son enquête, j'ai veillé à ce que cette lettre soit immédiatement transmise au coroner royal, qui était à l'époque Michael Burgess et qui est devenu par la suite le Lord Justice Scott Baker. Donc finalement, après beaucoup de temps, la lettre s'est finalement rendue aux bonnes personnes. Par contre, jamais la lettre n'a été partagée aux autorités françaises qui faisaient l'enquête. Ça prendra 6 ans avant que la lettre soit partagée et elle sera partagée à Scotland Yard, le bureau de la police de Londres, responsable de la réouverture de l'enquête que je vais vous parler à la fin de la vidéo. Et vous allez voir qu'il y a des choses que la police française va apprendre qui vont pas parler aux autorités britanniques et des choses que les autorités britanniques avaient comme information, comme ces lettres-là, qui n'ont pas été communiquées aux autorités françaises. Maintenant qu'on a parlé de l'état de Diana dans les semaines qui ont précédé sa mort, on va parler des motifs qui ont été soulevés pour pointer du doigt la famille royale sur pourquoi des gens auraient voulu assassiner Diana. En fait, la théorie de conspiration d'assassinat autour de la mort de Diana vient principalement de Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi Al-Fayed. Selon lui, l'un des motifs serait le fait que Diana et Dodi étaient en voie de se fiancer et ils passaient justement par Paris pour que Dodi récupère une bague et fasse la grande demande avant de se rendre à Londres annoncer la bonne nouvelle aux enfants de Diana. Selon lui, la famille royale était contre cette relation et n'aurait jamais accepté que la mère du futur roi, donc on fait référence à William ici, se marie avec un homme musulman. Parce qu'il faut savoir que la royauté représente la religion anglicane et le roi ou la reine agit au même titre que le pape pour la religion catholique, juste pour vous donner une idée. Il croit aussi que la famille royale n'aurait pas voulu prendre le risque que Diana se fasse une deuxième famille avec Dodi et que cette famille soit plus aimée que la famille brisée de la famille royale, puisque Diana était énormément aimée et c'était moins le cas avec Charles et Camilla. Et que bref, tout ça aurait été trop tard s'ils avaient eu le temps d'annoncer les fiançailles, donc il fallait qu'ils fassent le coup avant l'annonce des fiançailles. Par contre, il faut savoir que ça faisait à peine 30 jours que Diana et Dodi se fréquentaient. Est-ce qu'ils se seraient réellement fiancés après 30 jours? Plusieurs personnes dans l'entourage de Diana disent qu'elle n'avait aucune envie de se remarier, de revivre ce qu'elle avait vécu avec Charles, d'être attachée à un nouvel homme. Paul Burrell, que je vous parlais un peu plus tôt, dit aussi que cette rumeur de fiançailles était complètement fausse. Mais Mohamed Al-Fayed a beaucoup appuyé cette théorie sur le fait que Dodi serait allé chercher une bague quelques heures avant l'accident dans une bijouterie à Paris. Une bague qui aurait été choisie à Monte-Carlo et qui devait être récupérée à Paris. Le propriétaire de la bijouterie a même dit en 2003 que Diana avait essayé la bague pendant leurs vacances dans le sud de la France et que la taille devait être ajustée. Mais en fait, les caméras de surveillance montrent simplement Dodi repartir de la bijouterie avec un catalogue et pas avec une bague. Et le bijoutier va aussi avouer plus tard avoir reçu des lettres d'avocat de la part de Mohamed Al-Fayed, un client qu'il avait depuis plus de 20 ans. Est-ce que tout ça avait été inventé? Est-ce que l'idée des fiançailles, l'idée de l'achat de la bague, est-ce que tout ça aurait pu être inventé et forcé dans la bouche du bijoutier? Peut-être, on dirait que c'est ce que le bijoutier essaie de nous dire. On va aussi apprendre qu'une bague a bel et bien été achetée à cette bijouterie, mais l'achat a été fait
après l'accident par le père de Dodie et la bague a été récupérée par un employé du Ritz. Ça a été confirmé par des caméras de surveillance et par l'employé du magasin. Donc là, je sais pas pour vous, mais ça sonne comme quelqu'un qui essaye de créer des fausses preuves. Un ami journaliste de Diana a aussi reçu un appel quelques heures avant l'accident. Elle lui a demandé s'il savait qu'est-ce qui allait être dans les journaux le lendemain à son sujet et à aucun moment elle ne lui a partagé qu'elle pensait faire une grande annonce comme une annonce de fiançailles. La grande sœur de Diana va aussi partager avoir parlé à Diana la veille de l'accident. Diana lui aurait fait part que sa relation avec Dodie était rocailleuse. D'autres amis de Diana vont aussi dire que dans les semaines qui ont précédé sa mort, elle avait affirmé ne pas vouloir se fiancer ou se marier pour le reste de sa vie. Elle aurait même dit la phrase suivante « J'ai besoin d'un mariage comme d'une crise d'urticaire sur mon visage ». Il faut aussi savoir que Diana avait sorti avec un chirurgien cardiaque Asnat Khan pendant 2 ans suivant sa séparation avec Charles. Cet homme en question était, comme Dodie, musulman, et alors qu'elle était avec elle, elle considérait se remarier avec lui car elle était vraiment très amoureuse. Le prince Charles avait donné sa bénédiction, comme toute la famille royale. Lui-même, l'ex-conjoint de Diana, dit qu'il n'a jamais senti que leur relation n'était pas bien reçue par la famille royale ni par le gouvernement britannique. Donc l'argument du père de Dodie, qui sert comme élément de conspiration, comme quoi la famille royale ne voulait pas que Diana se marie avec un homme musulman, ne tient plus vraiment la route. Diana et Dodie ont commencé à se fréquenter seulement 7 semaines avant l'accident, donc moins de 2 mois, et sur les 47 jours qui séparent leur rencontre de l'accident, il est estimé qu'ils ont passé entre 23 jours ensemble et au plus 35 jours. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'après 2 ans de relation avec un homme avec qui elle pensait se marier, leur relation se termine et même pas 2 mois plus tard, elle se serait fiancée à un autre homme? C'est pas impossible, mais peu probable. Un autre élément qui est souvent pas mis de l'avant, c'est le fait que Dodie Al-Fayed était fiancé à une certaine Kelly Fisher au moment de sa rencontre avec Diana. Kelly et Dodie se sont rencontrés à l'été 1996, soit 1 an auparavant, et se sont rapidement mis ensemble. Selon Kelly, vers la fin, Dodie voyait Diana en même temps qu'il la voyait elle. En fait, pendant l'été 1997, l'été où Diana et Dodie étaient ensemble sur un yacht dans le sud de la France, Kelly était sur un 2e yacht, pas très loin, et Dodie se promenait entre les 2 bateaux. Avant qu'elle apprenne qu'il la trompait, Kelly dit qu'ils avaient prévu de se marier le 9 août, soit 3 semaines avant l'accident de voiture, qu'il lui avait même acheté une bague, etc. Du côté de la famille de Dodie, Mohamed Al-Fayed nie complètement l'histoire de fiançailles. Il dit que Kelly n'est qu'une prostituée et une gold digger. Du côté de Kelly, sa mère confirme que Dodie lui a demandé la permission avant de demander sa fille en mariage, en novembre 1996. En 2008, on a aussi eu accès à des transcriptions d'échanges téléphoniques entre Kelly et Dodie, où on entend Kelly dire « Tu m'as même amené à Saint-Tropez pour m'asseoir sur un bateau pendant que tu séduisais Diana toute la journée et que tu me baisais toute la nuit. » Elle a également dit à Dodie lors d'un appel « Tu es fou, nous étions ensemble tout ce temps et tu le savais. » Pendant cet échange, Dodie la traite d'hystérique et dit qu'ils n'étaient plus ensemble lorsqu'il a commencé à fréquenter Diana. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que tout ça ne rend pas l'environnement propice à une nouvelle demande en mariage entre Dodie et Diana, aussi rapidement après leurs relations respectives. Un autre motif qui a été soulevé par Mohamed Al-Fayed, c'est la théorie comme quoi Diana était enceinte de Dodie au moment de l'accident. La théorie est similaire à celle des fiançailles. Si le tout avait été révélé, il aurait été trop tard et donc, selon lui, la famille royale a organisé ce coup pour tuer Diana et son futur bébé. La première fois que cet argument est ressorti, ce serait en mai 2001, soit 3 ans et demi après l'accident. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps d'en parler si c'était vrai? Il va aussi dire que le corps de Diana a été rapidement embaumé pour camoufler le fait qu'elle était enceinte. On va revenir un peu plus tard dans la vidéo sur l'histoire autour de l'embaumement, mais si on parle juste des probabilités que Diana était enceinte, plusieurs de ses amis vont témoigner dans des entrevues que Diana utilisait des contraceptifs et avait même eu ses règles pendant l'été. On peut en déduire que si elle était réellement tombée enceinte, probablement qu'elle ne le savait même pas, donc encore moins la famille royale. Et encore là, selon les tests médicaux, rien ne montre qu'elle était enceinte. Maintenant que je vous ai parlé des possibles motifs et de l'état paranoïaque de Diana avant sa mort, on va parler des éléments autour de l'accident qui ont créé un doute suffisant pour développer cette théorie de conspiration.
Donc, le premier élément que je veux vous parler, c'est comme quoi on n'a aucune image de l'accident, malgré la présence de plusieurs caméras de surveillance. Selon ce qui a été rapporté dans les journaux, il y aurait même 14 caméras dans le tunnel sous le pont de l'Alma, mais elles n'ont jamais rien enregistré. Certains disent que les caméras étaient retournées et faisaient face au mur, d'autres disent qu'elles avaient été simplement éteintes. Les autorités françaises vont affirmer que les caméras n'étaient pas en fonction sous le tunnel, mais 15 minutes avant l'accident, un motocycliste aurait reçu une contravention de vitesse à cause d'une caméra à proximité. Donc j'avoue que c'est étrange, mais j'ai pas d'informations à savoir si la voiture a passé par le même chemin que la moto, ou si c'était juste près, mais pas sur la même rue. C'est un point qui reste ouvert. Un autre élément rapporté, c'est le fait que personne dans la voiture ne portait de ceinture de sécurité et qu'il manquait une puce électronique dans la voiture. Considérant que Diana a toujours été considérée comme quelqu'un qui met toujours sa ceinture de sécurité et pour qui c'est important, certaines personnes vont déterminer que la voiture a possiblement été volontairement modifiée pour bloquer les ceintures de sécurité. Et c'est un point important à regarder parce que l'enquête va révéler que le fait de ne pas avoir porté de ceinture a contribué à l'état critique, voire mortel, des passagers. Dans un documentaire que j'ai écouté sur les théories de conspiration autour de cet événement, il est dit que 3 fois, l'entreprise Mercedes-Benz s'est proposée pour évaluer l'état de la voiture et voir s'il y avait eu un problème. Et les 3 fois, ils se seraient fait dire qu'ils n'avaient pas besoin de leur aide par les autorités françaises. Et c'est vrai qu'ils auraient pu analyser et voir si, par exemple, les freins avaient été endommagés ou s'il y avait eu une explosion ou autre chose. Donc ça, c'est louche, mais il faut savoir que malgré mes recherches, j'ai trouvé aucune autre source d'information qui dit que c'est vrai que Mercedes s'est proposé et que ça a été refusé. Donc là, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ma seule source, c'est un documentaire sur la conspiration. Mais c'est pas fini pour l'histoire de cette Mercedes parce qu'en 2017, un livre va sortir, le livre Qui a tué Lady Di, et on va apprendre de nouvelles informations majeures sur l'état de la voiture. Mais avant de vous en dire plus, je vais continuer de vous parler des autres éléments de conspiration soulevés. Un autre élément très important à mentionner, c'est la présence d'une deuxième voiture qui a été impliquée dans l'accident. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu une Fiat Uno blanche entrer dans le tunnel et en ressortir rapidement. L'enquête a pu déterminer qu'en effet, il y avait des traces de peinture blanche d'une Fiat Uno sur la Mercedes et que cette collision a joué un facteur dans l'accident. Mais étrangement, la voiture a quitté les lieux rapidement et les autorités françaises n'ont jamais été capables d'officiellement retrouver la voiture ni le propriétaire. Sur 1 an, la police française a inspecté presque 5000 Fiat Uno blanches. Mais on a quand même 2 suspects. Donc le premier suspect propriétaire de la voiture a été identifié en 2000 lorsqu'une Fiat Uno blanche a été retrouvée dans les bois près de Nantes, complètement incendiée, avec un corps mort à l'intérieur, le corps du propriétaire. Il s'agissait d'un certain Jean-Paul James Henderson, je pense que ça se prononce comme ça, 54 ans, photographe, paparazzi. En plus d'avoir le modèle de voiture recherché, il faisait partie des paparazzis qui surveillaient Diana et Dodi pendant l'été avant leur mort. Un des pompiers sur place rapporte avoir remarqué un trou sur sa tête qui ressemblait à un trou de balle, mais l'enquête se conclut sur un suicide, comme quoi qu'il avait appris que sa femme le trompait et qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Selon Mohamed Al-Fayed, c'est soit qu'il ressentait de la culpabilité pour avoir participé à ce coup ou qu'il a simplement été éliminé pour le faire taire. Selon l'enquête faite dans les années qui ont suivi l'accident, Jean-Paul James Henderson avait été interrogé par la police française et il aurait fourni un alibi le 30 août et le 31 août, comme quoi il était à plus de 285 km de Paris à ce moment-là, donc ça n'aurait pas pu être lui. Sa femme confirme aussi qu'il était avec elle dans leur lit cette nuit-là. Pour ce qui est du trou dans sa tête, le pathologiste français a déterminé que ça avait été causé par la chaleur du feu plutôt que par une blessure de balle. Il y a aussi quelques autres détails concernant cet homme, mais je préfère vous parler du prochain suspect propriétaire de la Fiat Uno blanche, Lee Van Tan, un chauffeur de taxi de 22 ans au moment de l'accident. Tout d'abord, plusieurs témoins ont partagé avoir vu un homme qui correspondait à sa description conduire la voiture aux côtés d'un gros chien. Lee Van Tan possédait aussi une Fiat Uno et son frère l'a apporté à la station de police pour une question de routine administrative 6 semaines après l'accident. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi il l'a apporté là, son frère, c'est quoi le concept de routine administrative. Mais bref, c'est pas important, le point c'est qu'il l'a amené et que les policiers ont inspecté et ont remarqué que la voiture portait une plaque d'immatriculation terminant par 92, ce qui correspondait à ce que plusieurs témoignages disaient. Et ils ont observé que la voiture avait été repeinturée. Éventuellement, les analyses chimiques ont montré que la peinture d'origine
était compatible avec les traces blanches retrouvées sur la Mercedes. Malgré tout ça, Lee Van Tan ne sera questionné qu'en novembre. Pendant l'interrogatoire, il va confirmer qu'il travaillait à Paris ce soir-là comme gardien de sécurité, mais précise qu'il travaillait aussi avec un collègue, même s'il dit ne plus se rappeler du nom de son collègue. Les autorités françaises ne semblent pas avoir vérifié son alibi plus que ça, et on va apprendre plus tard qu'il avait quitté plus tôt le travail cette journée-là et qu'il aurait pu aller visiter son père ce soir-là près du tunnel d'Alma, justement. Alors qu'il se fait questionner par rapport au moment où il a repeinturé sa voiture en rouge et qu'il a remplacé les pare-chocs, parce qu'il a aussi remplacé les pare-chocs, il répond que ça a été fait quelques heures avant l'accident et donc que ça peut pas être lui. Je trouve que c'est un peu pratique pour lui que c'est arrivé quelques heures avant et pas quelques heures après. Un autre élément qui a été soulevé, c'est le fait qu'il y aurait eu un flash de lumière dans le tunnel au moment où la voiture est passée, ce qui aurait déstabilisé le chauffeur, causant l'accident. En fait, il existe certains témoignages qui mentionnent ce flash de lumière, mais d'autres témoins présents disent ne pas avoir vu de flash de lumière du tout. Un point qui vient remettre en doute cette théorie, c'est justement la présence de la Fiat blanche. Si cette lumière était si puissante au point d'aveugler Henri Paul, pourquoi la Fiat blanche ne se serait pas fait aveugler et aurait pu continuer son chemin sans problème? Pour ce qui est des flashs de lumière, je sais pas pour vous, mais ça me fait penser tout de suite aux flashs des caméras des paparazzis, parce qu'on sait que la voiture était suivie par plusieurs photographes en pleine nuit, donc c'est très possible, je crois, que certaines personnes ont eu l'impression de voir un flash de lumière alors que c'était des lumières de photographes. Mais vous allez voir, on va revenir dans quelques minutes sur cette histoire de flash. Après l'accident, plusieurs autres éléments vont être analysés. Par exemple, le temps d'opération des secours. Ça aura pris environ 30 minutes pour que les pompiers réussissent à sortir Diana de la voiture avec les pinces de désincarcération. Ensuite, ça aura pris 45 minutes avant que l'ambulance quitte les lieux. Et finalement, 20 à 25 minutes pour faire une distance de 7,5 km. Bon, j'ai fait une simulation avec Google Maps pour voir combien de temps ça prendrait en pleine nuit de faire ce chemin. Évidemment, plusieurs éléments font en sorte que c'est différent en 2023 qu'en 1997, mais ça peut quand même donner une idée. Google Maps estime de 14 à 24 minutes. Le point qui a surtout été critiqué, c'est qu'entre le moment où Diana est sortie de la voiture et le moment où ils sont arrivés à l'hôpital, il s'écoule 1 heure. Un autre élément, c'est qu'il aurait pu choisir de se rendre dans 2 autres hôpitaux beaucoup plus proches. Et finalement, qu'à seulement 1 km de l'hôpital, l'ambulance est arrêtée plusieurs minutes. Et arrivés à l'hôpital, ils sont aussi restés quelques minutes arrêtés avant de la faire entrer. Ce qui a été dit pour expliquer ces détails, c'est que les ambulanciers ont comme objectif de stabiliser le patient avant de le déplacer à un hôpital. Et ce, peu importe la distance entre l'endroit et l'hôpital. Ce qui peut expliquer le 40-45 minutes de stabilisation, considérant que Diana a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimée. En Amérique du Nord, la pratique, c'est de prendre en charge le patient et de l'amener le plus vite possible à l'hôpital, mais c'est pas la même stratégie en France. Chaque méthode a évidemment ses points positifs et ses points négatifs. Mais dans le cas de Diana, on va savoir plus tard que son hémorragie était due à une plaie de la veine pulmonaire gauche et que ça ne se traite que par opération. Il aurait donc fallu qu'elle soit dépêchée beaucoup plus rapidement pour la sauver. Ensuite, pour ce qui est de la durée du trajet, les ambulanciers ont reçu l'instruction de rouler lentement parce qu'ils étaient inquiets de comment la pression de Diana allait réagir aux accélérations et aux décélérations. L'arrêt en chemin à la gare d'Austerlitz était aussi pour stabiliser Diana qui avait fait une chute de pression. Pour ce qui est du choix de l'hôpital et d'avoir été dans un hôpital beaucoup plus loin, ça a été décidé par le responsable du SAMU en garde cette soirée-là, Marc Leger, en collaboration avec le docteur Desrosiers présent sur les lieux. Cet hôpital a été choisi parce qu'il est reconnu pour les grands traumas à Paris. Marc Leger va commenter en disant « L'hôpital de l'Hôtel-Dieu sur l'île de la Cité est plus proche, mais n'est pas équipé d'équipes de chirurgie cardiaque, d'équipes de neurochirurgie ou d'équipes formées à la prise en charge de patients avec plusieurs traumas. » Le conducteur Henri Paul a aussi fait beaucoup partie de la théorie de conspiration. Autant certains pensent qu'il était complice, autant d'autres disent qu'il a été utilisé, principalement parce qu'Henri Paul était un employé de la sécurité du Ritz. Il avait un salaire d'environ 30 000 $ par année, mais il a été découvert qu'il avait en sa possession plus de 200 000 $ canadiens ou 150 000 € répartis dans 14 banques. On peut se demander d'où vient cet argent. Est-ce qu'il aurait pu accepter une somme d'argent pour causer l'accident? Est-ce qu'il fournissait des informations et des photos à la presse grâce à sa position au Ritz? On le saura sûrement jamais, mais c'est un élément qui est quand même étrange. Une autre chose par rapport à lui qui fait beaucoup parler, c'est les résultats des tests sanguins. Dès les premiers résultats, on apprend qu'Henri Paul avait un taux d'alcool 2 à 3 fois la limite légale dans son sang. Ce qui est étrange, c'est que sur les caméras de surveillance du Ritz, il marche et se déplace comme quelqu'un de normal qui n'a
pas l'air sous. On le voit même se pencher pour attacher ses souliers de façon très normale, alors que quelqu'un de sous, au point de dépasser 2 à 3 fois la limite, aurait probablement été déstabilisé, il aurait peut-être tombé aussi. On sait qu'Henry Paul s'est fait demander à 23h30 de reconduire Diana et Dodie. Avant ça, il avait terminé sa journée de travail comme chef de sécurité à 19h30 et s'est fait rappeler par Dodie à 22h parce qu'il avait besoin de lui. Donc si on considère qu'il a bu et qu'il a arrêté de boire à 22h quand il s'est fait rappeler, ça lui donne 2h30 pour boire, au point où qu'à minuit et demi, donc 2h30 plus tard, il soit complètement bourré. Il aurait fallu qu'il boive une très grande quantité d'alcool en 2h30 pour arriver à ça. Sinon, on doit considérer qu'il a continué de boire après 22h. Et là, de cette façon, il y aurait eu une plage de 4-5 heures pour boire. On sait officiellement qu'il a bu 2 verres de Rickards vers 21h30, une boisson à 45% d'alcool, avec des amis, avant de se faire rappeler. Mais seuls ces 2 verres ne seraient pas suffisants pour atteindre 2 à 3 fois la limite d'alcool légale dans le sang. Il aurait pu boire aussi au souper, mais il y aurait eu 1 heure pour dégriser à partir du moment qu'il a su qu'il allait devoir conduire. On peut se demander, est-ce qu'il a continué de boire malgré ça? Si oui, c'est étonnant que ni Diana, ni Dodie, ni le garde du corps ne l'auraient empêché de prendre le volant. On le voit aussi se déplacer jusqu'aux dernières minutes et il n'a pas le comportement d'un homme sous. Mohamed Al-Fayed pense que les échantillons sanguins ont été interchangés pour le faire passer pour un homme sous et que tout ça ferait partie de la conspiration. Un autre élément étrange retrouvé dans son sang, c'est le taux de monoxyde de carbone qui était à environ 30%. À ce taux-là, on peut le comparer au niveau de quelqu'un qui aurait respiré la fumée d'échappement d'une voiture dans le but de mettre fin à ses jours. À ce niveau-là d'intoxication, Henry Paul aurait dû avoir des nausées, le vertige, il aurait même dû vomir. Et tout ça, c'est s'il avait été encore conscient. Donc, comment quelqu'un avec ce niveau de monoxyde de carbone dans le sang et 3 fois la limite légale d'alcool aurait pu paraître normal et conduire une voiture? Certains experts ont essayé d'expliquer ce taux en disant qu'il avait fumé avant, ce qui aurait pu faire monter son niveau à 8-10% et qu'il aurait possiblement respiré du monoxyde de carbone juste avant de mourir dans l'accident. Mais en même temps, on dit qu'il est mort sur le coup. 3 médicaments ont aussi été découverts dans son sang. Il s'agirait d'antidépresseurs et de neuroleptiques. Une amie d'Henry Paul et médecin va confirmer qu'elle le traitait pour le sevrage alcoolique développé à la suite d'une dépression et qu'une partie des médicaments retrouvés avait été prescrits pour faciliter ce sevrage. Donc, si on considère qu'il est alcoolique, bien là, on peut mieux comprendre pourquoi il a pu agir et ne pas avoir l'air sous, même s'il avait bu. Beaucoup plus tard, en 2008, un expert toxicologue britannique, le professeur Robert Forrest, va témoigner dans un procès sur cette histoire. Il va revenir sur les tests qui ont été faits à Paris la nuit fatidique. Il a commenté que la façon dont les tests ont été faits contiennent tellement d'erreurs que si ça s'était passé en Angleterre, le laboratoire se serait fait retirer sa licence d'exploitation. De ce que j'ai compris, les échantillons de sang auraient été laissés sans surveillance dans un pot de crème glacée pour les maintenir au froid pendant la nuit parce qu'il n'y avait pas d'employés cette nuit-là. Les échantillons de Henry Paul et de Dodie Al-Fayed auraient aussi été échangés par erreur à un certain point. C'était pas clair s'il y avait eu 3 ou 5 échantillons de sang. Et bref, autre chose de ce genre. Aussi, il avait été dit que les échantillons de sang provenaient directement du cœur de Henry Paul, alors qu'en réalité, on a appris plus tard que ça venait de quelque part sur sa cage thoracique et que ça aurait pu être contaminé par autre chose comme son estomac à cause de l'accident et de l'état de son corps. En conclusion, le toxicologue a résumé que l'interprétation des échantillons est tout aussi importante que les échantillons eux-mêmes et donc que c'est difficile de se fier uniquement aux résultats partagés dans les rapports qui donnent justement des informations qui ont l'air étranges. Finalement, comme dernier point concernant Henry Paul, c'est qu'il n'y avait pas de permis, de licence pour conduire une voiture de grande remise. Je connais pas trop ça, mais en gros, il n'y avait pas le permis requis pour conduire la voiture utilisée le soir de l'accident. Donc là, si on combine alcool, médicaments, monoxyde de carbone et manque de formation technique pour la voiture, ajouté à une vitesse excessive dans des petites rues, c'est peut-être pas si surprenant que ça qu'il y a eu un accident. Maintenant, on va revenir sur la théorie comme quoi Diana était enceinte. Tout ça est ressorti à cause du fait louche que Diana s'est fait embaumer 10 heures après avoir été déclarée morte. Le fait qu'elle ait été embaumée a été utilisé comme élément de conspiration pour expliquer que Diana était enceinte, mais qu'on n'avait jamais pu le prouver dû à la procédure. Un autre élément curieux, c'est qu'il est normalement requis que les membres de la famille royale soient embaumés à Londres.
Et surtout que l'embaumement, normalement, se fait après une autopsie, ce qui n'a pas été fait non plus. L'autopsie a dû se faire à Londres sur le corps déjà embaumé. Dans les heures qui ont suivi la mort de Diana, il faisait 30 degrés dans la ville de Paris. La semaine qui précédait, la ville avait atteint sa température la plus chaude de l'année. Malgré que le corps de Diana était mis dans une chambre vide avec de la climatisation et de la glace sèche, ce n'était pas suffisant pour la maintenir au froid. Son corps n'aurait pas été transporté à la morgue à cause de la trop grande distance entre la salle d'urgence et la morgue, et je crois aussi à cause que le prince Philippe et les deux sœurs de Diana venaient en après-midi récupérer son corps. Ils ont jugé qu'avec l'état dans lequel Diana était suivant son opération, plus la chaude température qui accélérait la dégradation de son corps, c'était plus approprié de procéder à l'embaumement. Il n'y a eu en effet aucune autorisation officielle, mais le consul général britannique à Paris et un membre de la police ont déterminé que le processus était nécessaire. Bon, j'ai aussi fait mes petites recherches de comparaison parce que se faire dire que le corps de Diana a été embaumé en 10 heures, ça me dit pas grand-chose sur qu'est-ce qui se fait normalement. Dans mes recherches, j'ai trouvé qu'un embaumement se fait généralement entre 8 heures et 24 heures après le décès de la personne et que 24 heures, c'est vraiment le maximum. Aussi, plusieurs pays demandent à ce qu'un corps soit embaumé avant d'être transféré et là, on passait de la France à l'Angleterre, donc probablement que ça aurait été requis de toute façon, vu que le transport se fait par avion. Et il n'y a pas eu d'autopsie parce que ça, il n'y a pas vraiment de règlement pour ça. Et la loi anglaise demande à ce que l'autopsie soit faite en Angleterre. Du côté de la théorie comme quoi Diana était enceinte, eh bien, le pathologiste a témoigné que le liquide utilisé pour l'embaumement n'aurait aucun impact pour déterminer si Diana était enceinte ou non et qu'il faut plutôt regarder les signes physiques dans son utérus et ses ovaires. Justement, il affirme avoir détecté aucun signe de grossesse. De plus, le coroner qui fera finalement l'autopsie en Angleterre dit qu'il n'a trouvé aucune trace comme quoi elle était enceinte. Et pour une troisième preuve, les autorités ont fait dans les années 2000 un test sur du sang de Diana retrouvé dans la voiture accidentée et aucune trace de l'hormone HCG n'y était présente, une hormone associée à une grossesse. Comme je vous disais, tout ça à la base vient du père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, qui est persuadé que le tout est une conspiration pour tuer son fils et Diana. Il témoigne aussi que tout au long de l'enquête, les enquêteurs ou les services secrets ont tout fait pour ne pas l'assister ou pour repousser l'investigation. Mais cette théorie vient en fait d'un certain Richard Tomlinson, un ancien agent du MI6, les services secrets britanniques. C'est lui qui va dire à Mohamed que Henry Paul travaillait pour les services secrets et qu'un des gardes du corps, Trevor Rees-Jones, ou l'autre garde du corps, Keith Wingfield, était en contact avec les services secrets britanniques. Il ajoute aussi que le MI6 surveillait Diana avant sa mort et que l'accident correspond en plusieurs points à une stratégie développée par les services secrets pour assassiner un ancien président serbe, mais que cette stratégie-là n'avait jamais été mise à exécution. Le plan consistait à utiliser une lumière stroboscopique pour aveugler le conducteur et causer un accident. Et c'est là qu'on vient faire le lien avec le flash de lumière que je vous parlais un peu plus tôt. Cette sorte de lumière, de flash lumineux, viendrait d'un plan des services secrets britanniques et aurait été utilisé pour déstabiliser Henry Paul. Comme cet homme-là, c'est un ancien agent des services secrets, ça ajoute de la crédibilité à son témoignage. Par contre, si on creuse un peu, on apprend qu'il a été renvoyé des services secrets en 1995, soit 2 ans avant la mort de Diana, et qu'il a clairement une dent contre le MI6. Albert, faut que t'arrêtes de parler dans mes vidéos. Non, faut pas que tu touches le micro. D'un côté, Tomlinson déclare qu'il était dépressif dû au décès de sa copine à cause d'un cancer et qu'il avait un choc post-traumatique après avoir vu de la violence faite sur un civil pendant le siège de Sarajevo. Il dit que le MI6 n'avait pas su gérer sa situation. Le MI6, de son côté, dit que son superviseur avait des doutes sur sa personnalité comme agent secret, qu'il ne travaillait pas en équipe, qu'il manquait de motivation, qu'il avait un intérêt très court terme et qu'il y avait une non-compatibilité entre lui et son superviseur. Tomlinson dit qu'il n'a jamais reçu de raison pour son congédiement et qu'il s'est fait mettre dehors en milieu de mandat. Il dit qu'il a découvert le tout en étant barré du siège social. Des amis de Tomlinson disent qu'il aurait été congédié parce qu'il se serait plaint des méthodes non éthiques du MI6. Suivant son renvoi, il est déménagé en Espagne, puis en Australie, puis à son retour en Angleterre en octobre 1997, il est arrêté pour avoir brisé son contrat de confidentialité, parce que les services secrets, c'est secret, et lui avait écrit et partagé un document de 7 pages appelé « The Big Breach » à un éditeur britannique. 2 mois plus tard, il va plaider coupable et il va être condamné à 12 mois de prison. Donc, c'est difficile à dire. Est-ce que vous le croyez ou non? À part avoir dit ça, il a fourni aucune preuve
qui disait que Diana était surveillée par le MI6 et on voit clairement qu'il y a comme un conflit entre lui et les services secrets britanniques. Maintenant, je vais vous parler de la réaction de la royauté, de comment ça s'est passé en Angleterre. Donc, à Londres, le premier ministre a fait mettre en berne tous les drapeaux et du côté du château, aucun drapeau n'a été mis en berne. Cette journée-là, la famille royale n'était pas à Londres, il était à Balmoral. Et malgré qu'il était à la messe, puisque c'était un dimanche, le jour même de l'accident, et que William et Harry étaient présents et avaient appris la nouvelle, la reine aurait demandé que le nom de Diana ne soit pas prononcé. Du côté de la famille royale, ça va prendre 5 jours avant qu'ils disent quelque chose. À leur retour à Londres, la reine va faire un discours télévisé disant « Cette semaine, à Balmoral, nous avons tous essayé d'aider William et Harry à surmonter la perte dévastatrice qu'ils ont subie et que nous avons tous subie. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à Diana elle-même. Elle était un être humain exceptionnel et doué, dans les bons comme dans les mauvais moments, et elle n'a jamais perdu sa capacité à sourire et à rire, ni à inspirer les autres par sa chaleur et sa gentillesse. Je l'admirais et la respectais pour son énergie et son engagement envers les autres, et surtout pour son dévouement envers ses 2 garçons. Aucun de ceux qui ont connu Diana ne l'oubliera jamais. Des milliers d'autres personnes qui ne l'ont jamais rencontrée mais qui avaient l'impression de la connaître se souviendront d'elle. Pour ma part, je pense qu'il y a des leçons à tirer de sa vie et de l'extraordinaire et émouvante réaction de sa mort. Je partage votre détermination à chérir sa mémoire. » Le lendemain, aux funérailles de Diana, la reine qui ne s'incline devant personne a brisé le protocole en s'inclinant devant le cercueil de Diana à son passage, ce qui est quand même un très gros geste, surtout quand on considère que de tout son règne, c'est la seule fois qu'elle s'est inclinée pour quelqu'un. À ce point-ci de l'histoire, vous vous demandez peut-être la version du garde du corps Trevor Rees-Jones, qui a été le seul survivant de l'accident. Malheureusement, dû au traumatisme qu'il a vécu, il ne se souvient de rien après être entré dans la voiture. En 2000, il a sorti un livre sur son histoire, mais précise qu'il ne l'aurait jamais fait si ce n'était pas que Mohamed Al-Fayed l'accusait de faire partie de la conspiration. Il sentait qu'il avait besoin de partager son côté de l'histoire. Trevor raconte que pour lui, rien n'est plus important que le travail et la loyauté. Il dit qu'il n'accepte aucun blâme sur sa mort, mais se sent responsable à cause que c'est arrivé pendant son corps de travail. Après l'accident, Trevor est retourné travailler pour Mohamed Al-Fayed pendant environ 6 mois, après quoi il a démissionné parce qu'il a été forcé de faire une entrevue pour le Daily Mirror. Il raconte qu'il était retourné travailler pour lui par loyauté parce qu'il considère avoir un bon esprit d'équipe, mais il partage aussi être exaspéré de son ancien boss qui faisait tout pour essayer de le convaincre de la conspiration. De son côté, Trevor n'a jamais fourni aucune preuve qui aurait pu aller dans le sens de la conspiration. Donc, lorsque Mohamed a compris que Trevor n'allait pas pouvoir l'aider, il s'est retourné contre lui. Trevor raconte s'être senti manipulé, menti, attaqué et trahi par quelqu'un en qui il avait donné sa loyauté totale. Il dit « Mon souhait pour lui est qu'il puisse faire la même chose que moi, mettre cela dans le passé, accepter les conclusions du juge, accepter les conclusions de l'enquête. » C'est une tragédie et c'est une chose terrible qui s'est produite, mais si je continuais à penser ainsi tous les jours de la semaine, je n'aurais fait aucun pas en avant et j'aurais tout aussi bien pu périr dans l'accident de voiture. Selon Trevor, cet accident aurait pu être évité. Il dit qu'une erreur a été commise par Henry Paul en prenant le volant de la voiture alors qu'il savait qu'il avait bu, de ne pas avoir déclaré ni à nous ni à Duddy qu'il n'était pas en état de conduire. Telle était l'erreur. J'ai accepté la conclusion. Il s'agissait d'un simple accident dû à l'alcool et à la vitesse. Et c'est ce qui s'est passé. En 2004, soit 7 ans après l'accident, le service de police de Londres, appelé Scotland Yard, a lancé une enquête suivant une demande du coroner pour enquêter sur les allégations de conspiration partagées par Mohamed Al-Fayed, comme quoi MI6, les services secrets britanniques, ont agi à la demande de la famille royale. Cette opération est lancée à cause de la grande publicité de la théorie de conspiration par Mohamed Al-Fayed et au fait qu'un grand nombre de gens ne faisaient pas confiance à l'enquête qui avait été faite au moment de la tragédie. Un rapport de 832 pages sera publié 2 ans plus tard, le 14 décembre 2006. Au total, ce sera 14 policiers qui vont avoir travaillé sur cette enquête, qui va avoir coûté plus de 5,4 millions d'euros. Dû au grand intérêt de la part du public pour cette théorie, le service de police de Londres a décidé de publier le rapport sur Internet pour consultation publique. Donc, si vous voulez aller le consulter, je vais le mettre dans la description. À la fin des 16 chapitres, les informations ne permettent pas de conclure à une conspiration. Tout semble montrer qu'il s'agit d'un simple tragique accident. Que Diana est morte parce que la voiture allait trop vite, que le conducteur avait trop bu et qu'elle n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Les éléments ont aussi été présentés devant un jury qui avait comme tâche de trancher sur la cause de la mort de Diana.
Au total, 256 témoins ont été entendus. Dans le témoignage de Mohamed, il a accusé plusieurs personnes d'avoir participé à ce plan et à cette conspiration. Donc, en rafale, le conducteur Henry Paul et le garde du corps, qui sont les deux employés de Mohamed, le premier ministre britannique, la sœur de Diana, l'ambassadeur britannique à Paris, l'équipe médicale du soir de l'accident, 2 toxicologues français, la police française et britannique, les services secrets français et britanniques, la France et les États-Unis. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi les États-Unis, mais ça a l'air qu'il aurait dit ça. Malgré ces accusations, le coroner a déterminé qu'aucun élément n'a permis de supporter la théorie de conspiration. Les 5 verdicts possibles proposés au jury ont été les suivants. Le premier, homicide involontaire en raison de la conduite manifestement négligente des véhicules qui ont suivi la princesse depuis l'hôtel Ritz jusqu'au tunnel de l'Alma. Fait que ça, c'est les paparazzis. Le deuxième choix, homicide involontaire en raison de la négligence grave d'Henry Paul, le conducteur. Le troisième choix, homicide illégal en raison des 2 facteurs, donc les paparazzis et Henry Paul. Quatrième choix, une mort accidentelle. Cinquième choix, verdict ouvert. Je connaissais pas ça, mais en gros, ce choix de verdict, c'est le cas où le jury est certain que la mort est suspecte, mais qu'il ne peut pas arriver à un autre verdict à sa disposition. Donc, dans ce cas-ci, si le jury était convaincu d'une conspiration. Après 23 heures de délibération réparties sur 4 jours, le jury a déterminé que le conducteur Henry Paul et les paparazzis sont les 2 à blâmer. Donc, selon le jury, selon la deuxième enquête qui a duré plus de 2 ans, ça serait simplement un accident tragique et pas une conspiration. Mais c'est pas fini, il y a des nouvelles informations qui sont sorties. La même année que le rapport est publié, le père de Lee Van Tan, le deuxième suspect dans l'histoire de la Fiat Uno blanche, va dire dans une entrevue que c'est dans la nuit après l'accident que son fils a repeinturé sa voiture avec l'aide de son frère qui est allé réveiller. Donc, il n'aurait pas repeinturé sa voiture avant l'accident, mais bien après. De son côté, Lee Van Tan dit que son père ment et qu'il dit ça pour se venger parce qu'ils sont pas dans une bonne passe en ce moment. En apprenant ça, les autorités britanniques vont l'inviter pour une interrogatoire, ce qu'il va refuser. Quelques années plus tard, ils vont aussi envoyer un journaliste et il va refuser de répondre aux questions. Il va finalement partager en 2021 pourquoi il n'a jamais voulu collaborer avec les autorités britanniques. Il raconte que c'est la police française qui l'a dissuadé, que la police lui aurait dit « ce n'est pas la même loi qu'en France, n'y va pas ». En ce moment, tout ce que les autorités ont sont des preuves circonstancielles envers lui et c'est probablement pour ça que Lee Van Tan ne prend pas parole. Il a sûrement peur d'en dire trop, de se faire accuser au criminel, puisque le fait de quitter un accident est illégal, surtout que des témoins sur la route qui ont croisé la Fiat disent qu'elle zigzaguait entre les voitures. Dans une entrevue, la police britannique tient à préciser « S'il avait dit la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là, notre enquête n'aurait pas duré 3 ans. Elle aurait démontré dès le départ qu'il s'agissait simplement d'un tragique accident de la route et non d'un complot du MI6. Nous ne savons pas s'il se manifestera à l'avenir, mais nous avons fait de notre mieux pour l'amener à coopérer. » Reste que, après ces théories, ces différentes investigations, personne n'a jamais parlé de l'origine de la Mercedes S280 qui a été utilisée cette nuit fatidique. Mais dans un livre sorti en 2017, 3 personnes ont enquêté sur cette voiture et c'est la première fois qu'une nouvelle information est trouvée concernant cette histoire. La voiture avait été louée par le Ritz à une entreprise appelée le Gérant d'Étoiles Limousine. Le propriétaire de l'entreprise avait raconté aux enquêteurs en 1997 « Je l'ai acheté d'occasion le 30 août 1996 au garage Mercedes d'Austerlitz. C'était la voiture personnelle du directeur de Mercedes France. Elle n'avait que 11 000 km au compteur. » Mais personne ne semble avoir poussé l'investigation plus loin que cela. Malgré qu'elle devait être une voiture assez récente, sans problème, elle avait beaucoup de difficultés à rester stable lorsqu'elle roulait plus vite et elle était même qualifiée d'imprévisible. Quand même étrange pour une voiture qui a seulement 11 000 km. En avril 1997, quelques mois avant le drame, la voiture a été volée et volée de plusieurs pièces. Après avoir été retrouvée, elle s'est fait réparer, elle s'est fait rajouter des nouvelles pièces à la place de celles volées, mais la voiture continuait d'aller mal. Elle est de nouveau envoyée au garage 2 mois avant la nuit de l'accident. Ça peut peut-être vous donner une idée de l'état de la voiture. Grâce à l'enquête des auteurs du livre, on apprend que le premier propriétaire n'était pas le directeur de Mercedes France, mais le directeur d'une agence de publicité, un certain Éric Bousquet. Lorsqu'il est retrouvé, l'homme en question est très surpris d'entendre parler de cette voiture. Il raconte avoir acheté la voiture neuve en septembre 1994. 3 mois plus tard, la voiture se fait voler.
Finalement, la voiture est retrouvée par la police au milieu d'un champ, sa carrosserie est broyée, les vitres sont brisées, elle est remplie de terre et on peut voir qu'elle a fait plusieurs tonneaux. La voiture est ramenée à son propriétaire et la compagnie d'assurance la déclare perte totale. La voiture est mise à la ferraille. En fait, c'est ce qu'on croit. En 2005, Éric Bosquet se fait interpeller par 2 inspecteurs français pour vérifier le numéro de châssis de son ancienne Mercedes. Il va être sur le choc d'apprendre que son ancienne Mercedes, qui aurait dû être recyclée, a été le véhicule accidenté qui transportait la princesse Diana. Malgré cette nouvelle information, les autorités françaises ne l'ont pas partagée aux autorités britanniques. Cette information ne sera donc pas inclue dans l'enquête que je viens de vous parler. Ça risque de ne pas changer grand-chose sur la conclusion, mais l'énigme reste présente. Comment une voiture déclarée perte totale et vendue à la ferraille s'est retrouvée dans un concessionnaire Mercedes pour être vendue à une entreprise de limousine? 20 ans plus tard, c'est la seule et dernière nouvelle information sur le sujet qui a vu le jour. Malgré ce mystère, ce n'est pas suffisant pour réouvrir une enquête ou supposer une nouvelle théorie. D'autres théories ont aussi été avancées comme quoi l'accident de voiture était une mise en scène par Diana pour simuler sa mort et se sortir enfin du harcèlement des paparazzi. Selon cette théorie, Diana et Dodie sont ensemble en secret à quelque part et vivent heureux, peut-être à côté d'Elvis, Marilyn Monroe et Michael Jackson. Selon moi, avec toutes les recherches que j'ai faites, avec la théorie sur le propriétaire de la Fiat blanche qui a repeinturé sa voiture, je trouve que les éléments de conspiration font de moins en moins de sens. Je vous jure qu'au début, avant de commencer à faire mes recherches pour cette vidéo-là, j'étais persuadée que c'était une conspiration, mais mon opinion a complètement changé. De toute façon, logiquement, transformer volontairement Diana en martyr aurait jamais été bénéfique pour la famille royale. Il n'y avait pas non plus de bénéfice pour Charles pour son mariage avec Camilla, ça aussi je vous en ai parlé dans mon autre vidéo. Je pense honnêtement qu'il s'agit simplement d'un malheureux accident de voiture causé par un homme ivre et des paparazzis harcelants. Je pense aussi que la conspiration aurait pu être évitée avec une première enquête un peu moins négligée. Je sais pas pour vous, mais je trouve que beaucoup d'informations ne semblent pas avoir été suffisamment creusées. L'état de la Mercedes, la Fiat, etc. Je pense que l'homme ancien agent du MI6 en a peut-être profité pour s'attirer de la publicité sur son livre en se mêlant à cette histoire et en laissant sous-entendre plusieurs choses au père de Dodie. J'ai aussi l'impression que c'était une façon pour Mohamed Al-Fayed de se protéger après avoir vécu la perte de son fils dans ces circonstances. Au final, c'est lui qui les avait présentés et qui avait incité Diana à ce qu'elle vienne passer les vacances dans le sud de la France. C'est aussi à partir de son hôtel qu'ils sont partis avec le salarié de son hôtel en état d'ébriété au volant. Même s'il n'est pas responsable, ça doit pas être facile de penser à ça de cette façon. Mais de votre côté, que pensez-vous qui est réellement arrivé? Est-ce qu'il s'agit d'une conspiration, d'un plan de la famille royale, des services secrets britanniques et français, ou simplement d'un concours de circonstances désastreux, d'une voiture endommagée, d'un conducteur en état d'ébriété et du harcèlement dangereux des paparazzis qui ont mené à cette fin tragique? Dites-moi tout en commentaire et si vous voulez en savoir plus sur la vie de la princesse Diana et comment elle a été un dommage collatéral de la relation entre le roi Charles et sa maîtresse Camilla Parker Boyle, je vous mets ma dernière vidéo juste ici sur l'histoire de leur triangle amoureux. D'ici là, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!